Le monde d'à peu près. Bonjour chers auditeurs, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode, un nouveau podcast du monde d'à peu près. Alors on reçoit un invité, mais avant tout, je vais présenter mes chroniqueurs et une nouvelle chroniqueuse. On l'a recrutée chez nous. Je vais commencer par elle, on commence par nos dames. Bonjour Amélie, Amélie Paul, ça va ? Très bien, Amine, et toi? Super, elle nous vient tout droit du Québec. Voilà, elle est recrutée, elle va faire quelques podcasts avec nous, c'est ça? Avec grand plaisir, mais comme je dis, il faudra discuter du cachet. Là. Ça, ce sera hors honte si tu veux bien. Parfait, il n'y a pas de souci, parfait. Façon, C'est parce qu'on n'a pas parlé encore. On paye en francs tu vas pas être CFA, déçu. donc t'inquiète pas. C'est ce qu'on- c'est ce que je Bon, pense déjà, que je tu vais t'es savoir. dissipé, tu me fais rater mon introduction. C'est ma- Déjà, je ne reviens pas Déjà, ma carrière est et terminée. elle va nous avec donner du Artemis. fric. Bon, il y a nos habituels, Nico et Ludovic. Comment allez-vous? Pas mal. Moi je vais bien, merci, bonjour à tous. Je suis un peu inquiet de la présence d'Amélie, mais bon, on va essayer de faire avec. On va voir ce que ça donne. C'est un peu risqué. Hein. Cette Et- jeune stagiaire me dit rien qui vaille. Si vous permettez, je vais présenter l'invité du jour, Si, oui. S'il vous plaît. Monsieur Claude Janvier. Bonjour. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir. Et puis, franchement, ça démarre bien, c'est drôle, c'est parfait, impeccable, que ça continue. Alors, petite introduction, on dit de toi que tu es un écrivain polémiste. J'ai aussi lu que tu avais travaillé dans l'hôtellerie et que tu es un fan de Desproges. Oui, Eh bien, je vais commencer avec une question, si vous le permettez. Qu'est-ce que Desproges aurait dit? Quel aurait été son sketch? Et aurait-il pu lui-même écrire un sketch sur ce qui s'est passé pendant la période covidienne? il l'aurait écrit, mais il aurait été censuré de suite, de toute façon. Et la chaîne YouTube de Desproges, s'il en avait une, elle aurait sauté dans la minute qui suit. Tout le problème, il est là, quoi. Sinon, il aurait écrit des bons sketchs. Ouais, ça, c'est vrai. Mais d'un point de vue général, qu'est-ce qu'il dirait des proches de l'époque, de ce qu'on vit? Je sais pas, c'est un peu difficile de ce que je me mette à la place de Desproges, mais je pense qu'il, dans la série, le burlesque, la folie et c'est un peu étrange parce que si j'essaye de me mettre à sa place, il se dirait mais où je suis, sur quelle planète je suis, est-ce que je suis dans le cosmos ou est-ce que je suis toujours sur planète Terre? Et je pense qu'il aurait halluciné, tiens, pour employer un mot à la mode. Voilà, je pense qu'il aurait halluciné. Il ne faut pas exclure la possibilité qu'il aurait peut-être été décevant, comme beaucoup de gens, comme le type de Didier Bourdon des Inconnus, par exemple, et tant d'autres. Hein. Ah, mais il a eu le bourdon, lui. De toute façon, il l'a eu. Oui, ça. Bon, on va, au lieu de parler de Desproges, on va aussi parler du travail, de ton travail, Ouais. Claude. Il y a plusieurs bouquins qui ont été écrits. Tu as écrit sur le Covid avec Jean-Louis Zambert. Qui veut commencer avec une question, Ludo, Nico? Ah, pas Amélie. Ou Amélie. Ou Amélie, oui. J'ai pas l'habitude. Parce que j'étais pas prêt. C'est correct, je vous laisse y aller. On c'est a bon. failli oublier la stagiaire, vas-y à toi. Ben, en fait, le livre s'appelle Les démasqués qui dirigent réellement le monde. Et pendant justement ta conférence, t'expliquais que Vanguard, Vanguard, comme ça vous le prononcez, je crois, Vanguard. Est-ce qu'on aura un traducteur simultané pour le québécois? Est-ce que vous comprenez ce que je dis jusqu'à maintenant? Vanguard. Ouais, Moi, Vanguard. c'est l'avant-garde en français, effectivement. Vanguard en anglais. Vanguard. Et très juste pour préciser, donc le dernier livre de Claude Janvier s'appelle Les Démasqués. Oui, Et voilà. il a fait une conférence sur le sujet. Cela Oui, dont tu voilà, parles. oui, je saute un peu du coq à l'âne, mais donc, eux contrôlaient BlackRock. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est les 13 familles puissantes qui contrôlent, en fait, Vanguard. Mais ces 13 familles puissantes qui dirigent, j'imagine, les grandes banques, tout ça, mais est-ce que c'est eux qui dirigent le monde, en fait? Qui est au-dessus de ces 13 familles? Ah ben, il n'y a personne au-dessus. Hein. Donc, C'est les 13 Satan. familles. C'est les 13 grandes familles qui détiennent effectivement les clés et qui imposent leurs directives au monde entier. Donc, toute cette inversion des valeurs et cette déviance qu'on voit en ce moment, ça vient de ces 13 familles-là, machiavéliques d'une certaine façon. C'est ça. C'est tout à fait... Oui, c'est du grand machiavélisme. Mais c'est-à-dire qu'ils sont branchés, ils raisonnent pas comme toi et moi. Ils raisonnent en termes de bénéfices engrangés. Et en fait, tous ces gens ont une idéologie simple, c'est comment asservir et contrôler la population pour leur profit personnel. C'est psychotique, hein.
j'ai pas peur des mots, c'est quand même de la grande psychose. Pour eux, c'est de la bonne gestion de troupeaux de moutons. Voilà, c'est effectivement, ils sont les bergers, Oui, mais pas les bergers dans le bon sens. mais faut pas que le mouton pense trop. Et on peut ajouter que ce sont des grandes familles qui sont là depuis longtemps, qui elles viennent pas d'arriver sur le marché. Absolument. Ça date Ouais. pas d'hier. Non, ça date pas d'hier, absolument. Oui, alors donc, c'est pas la première fois, enfin sur une longue échelle de temps, c'est pas la première fois qu'on entend parler de l'expression 13 familles. Je pense que dans la presse, c'était normal, dans la presse française, j'ai vu par exemple avant la Deuxième Guerre mondiale, les 13 familles, alors je suis pas sûr que c'était les 13, mais les familles qui règnent sur le monde, qui dirigent le monde, et c'était une question à peu près normale à penser il y a quelques dizaines d'années, ou un petit peu plus que ça. Aujourd'hui, évidemment, cette question, quand elle est envisagée uniquement pour être dénoncée comme complotiste, je suppose. Ah bah, oui. La question que j'ai à ce sujet, c'est que est-ce qu'il y a vraiment une harmonie, une homogénéité de pensée, spirituelle, politique, économique, mais plutôt spirituelle, religieuse ou anti-spirituelle peut-être, entre ces familles? Est-ce qu'il n'y a pas des combats claniques, des rapports de force et des intérêts divergents? Alors, quand ils ont... en fait, ce sont des grandes familles ils ont beaucoup de descendants en général. Ils font beaucoup d'enfants. Mais quand il y en a un qui ne marche pas dans la ligne, il se fait éjecter. Il se fait éjecter de la famille, ça c'est clair. C'est ce qui s'est passé dans la famille Rothschild. Il y en a un ou deux qui ont été éjectés de la famille Rothschild. Donc, quand il y en a un qui veut pas marcher dans les traces des arrière-grands-parents ou des grands-parents des arrière-grands-parents, il est forcément écarté. Après, ils sont pas du tout spirituels du tout. Ils fonctionnent pas du tout sous cet angle-là. Je sais même pas s'ils envisagent un peu une spiritualité. Je pense pas. Je pense qu'effectivement, alors ils peuvent aussi être adeptes ou pas. Ça reste à prouver, de quelques rites sataniques. C'est possible. Maintenant, il faudrait chaque membre peut-être de ces grandes familles n'obéissent pas forcément à ce critère. Mais en tout cas, de toute façon, ils ne pensent qu'en termes de contrôle et d'asservissement de la population pour leur bien-être personnel. Mais quand tu parles de rites sataniques, tu n'as pas poussé l'investigation jusque-là, tu n'as pas des preuves formelles de ce genre de choses, c'est juste un peu des idées comme ça. C'est compliqué d'avoir des preuves vraiment formelles. En général, c'est le genre de sujet, il vaut mieux quand même, quand on affirme quelque chose, il vaut mieux qu'elle soit documentée, sourcée. Là-dessus, c'est vrai que on peut avoir comme référence, par exemple, le Bohemian Club, qui a été le club qui a fermé il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, qui a fermé en 2021, où là, on sait par quelques fuites qu'il y a eu, et des fuites qui ont été vérifiables, qu'effectivement, il y avait à peu près 2500 personnes qui se réunissaient, donc le top du top de la planète, et qui faisaient quand même, il s'adonnait à des rites étranges, puisqu'ils brûlaient des statues... Autour d'un hibou. Autour de Moloch. Voilà, autour d'un Moloch. C'est un peu étrange quand même. Bon, ça a été documenté, mais curieusement, pour avoir des preuves vraiment tangibles et des fuites, c'est très fermé, Ils doivent toujours soudoyer un bon nombre de gens pour qu'il y ait zéro fuite. C'est quand même assez incroyable, parce que ça veut dire que c'est bien bétonné, c'est bien vissé, quoi. C'est pas un peu paradoxal de faire un livre, de dénoncer ces 13 familles, d'aller jusqu'à un certain point et de ne pas pouvoir avoir la démonstration absolue de l'ensemble? On ne peut émettre à ce stade-là que des hypothèses. Alors c'est pour ça que je suis pas rentré dans ça dans le livre. Je suis resté vraiment factuel. Voilà, il y a 13 familles. Elles sont effectivement, elles ont fondé Vanguard, ce sont leurs capitaux, elles ne cooptent personne, à part si elles ont envie un jour de coopter quelqu'un, et Vanguard n'est pas coté en bourse. Et en plus, Vanguard, chose très importante, est actionnaire de BlackRock, donc contrôle BlackRock. Voilà, c'est un peu une poupée, c'est un peu les poupées russes qui s'assemblent, mais malheureusement, ça va pas dans le sens spirituel du tout, là. Pour les auditeurs, il faudrait peut-être juste expliquer rapidement ce que c'est que Vanguard et BlackRock. Ah, c'est une excellente idée. Alors BlackRock, c'est ce qu'on appelle des fonds d'investissement. Il y a 12 000 personnes. Ils gèrent à peu près aujourd'hui 4 900 milliards d'actifs. Ils géreront en 2028 à peu près 20 000 milliards d'actifs. Ils sont actionnaires quasiment de toutes les grosses entreprises mondiales aujourd'hui,
à part certainement quelques entreprises russes et chinoises, mais ils sont actionnaires quasiment de toutes les grosses entreprises occidentales, ça c'est sûr, et du Commonwealth, donc Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, voilà. Alors il y a peut-être que la Russie et la Chine qui pour l'instant échappent un peu à BlackRock. Et donc c'est 12 000 personnes, c'est 5 000 ordinateurs branchés en réseau, avec 2 000 personnes à l'intérieur de ces 12 000 personnes qui gèrent exclusivement ces ordinateurs, et c'est eux qui font la pluie et le beau temps sur les bourses internationales du monde entier. Donc faussant effectivement et dérégulant donc tout ce qui pourrait être dans le domaine boursier, dans le domaine économique et prévision aussi économique. Ça veut dire que tout ce qui se passe au niveau des banques privées, comme la Fed et tout ça c'est géré évidemment derrière par les algorithmes des ordinateurs de BlackRock. Donc voilà, ça c'est un énorme danger parce que ce qui veut dire qu'aujourd'hui ils ont la main mise sur quasiment toutes les entreprises et bien évidemment ils ont la main mise sur les laboratoires pharmaceutiques. Ceci explique cela aussi puisqu'on a été inondé. Bon bref, je ne vais pas refaire toute l'histoire du précieux entre guillemets virus, mais bon. Et donc voilà, ça c'est BlackRock et Vanguard effectivement derrière détient une très grosse participation et un contrôle absolu sur BlackRock. Voilà. Et après, il y a State Street, qui est le petit troisième, et il y en a encore 2-3 autres d'ailleurs derrière, mais tout ça, c'est vraiment toute la finance internationale. Et c'est grave, parce que ce domaine de la finance internationale a une emprise totale, commence à avoir une emprise totale sur la Terre, sur toutes les entreprises planétaires. Mais ce sont des colosses au pied d'argile. Ça veut dire que tout peut s'effondrer demain. Par quel procédé ? Je vais pas le suggérer là parce qu'on va me tirer dessus, mais des ordinateurs. Quand je parle ordinateur, il y a évidemment des faiblesses. Je vous laisse imaginer lesquelles. Mais ça sent l'effondrement économique, justement. Mais est-ce que là, vous êtes tous en train de dire que ce serait eux qui orchestrent l'inflation, la crise économique imminente? Oui. OK. Ah oui, c'est orchestré. Tout comme les subprimes, la crise de 2008 a été orchestrée aux États-Unis. C'était à un moment donné, ça a explosé. Mais ça a explosé. Donc, ils ont laissé un fusible exploser, qui était le groupe Lehman Brothers, puisque cette banque a explosé. Mais ça, c'était voulu. C'était monté tellement haut qu'à un moment donné, la crise des subprimes a éclaté. Donc, voilà. Alors là, ils se sont dit, on va peut-être agir différemment. C'est pour ça que toute cette histoire Covid qui est arrivée était bien pratique pour masquer. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'arrivée providentielle de ce virus, entre guillemets, a servi à masquer une crise réelle, économique, industrielle, sociale et culturelle qui existait déjà, mais que peu de gens voyaient en réalité, à part les lanceurs d'alerte et les minorités. C'est toujours la même histoire, enfin les minorités agissantes, j'entends. Mais en réalité, donc après c'était bien pratique, à partir du moment où il y a eu cette affaire de crise sanitaire internationale, puisque c'était planétaire, tous les gouvernements se sont dédouanés. C'est pas de notre faute ce qui arrive, c'est quand même la faute de la crise sanitaire, c'est la faute du virus. Donc c'est pas de notre faute si les industries se portent pas bien, c'est pas de notre faute si culturellement il y a plus de concerts, il y a plus d'artistes qui peuvent s'exprimer parce que crise sanitaire, c'est pas rien n'est de notre faute. C'est bien pratique comme par avant, ça a bien masqué toute cette crise économique, industrielle et culturelle et sociale qui existe quand même, et qu'on avait déjà d'ailleurs mise à jour, mon ami Jean-Loup Isambert et moi, puisque quand on avait sorti Le virus et le président, notre bouquin, en 2020, on l'avait commencé à l'écrire en 2019 et on mettait déjà en exergue qu'en France, alors là je vais parler pour la France, on était déjà à 15 800 000 pauvres en France sur 32 millions d'actifs. Ce qui veut dire que la France ne se porte pas bien du tout. C'est-à-dire que les médias de masse nous font croire que tout va bien, ils nous font du violon et tout, mais en réalité, 15 800 000 pauvres en France. Et pauvres en France, c'est 800 € par mois, par personne. Parce que, et encore, nous, on a trouvé le bon chiffre, parce qu'en France, quand on gagne 801 €, on a passé le stade des 800, le cap des 800, eh bien, on n'est plus considéré comme pauvre. C'est magique quand même. C'est vraiment magique. Pour revenir à ce que vous disiez, enfin ce que tu disais, tu nous expliquais que tu ne vois pas, dans ton enquête, d'éléments qui te permettent de dire que ce serait spirituel. Moi, je dirais que ce serait pas spirituel, mais anti-spirituel. Et d'ailleurs, il y a eu des livres qui ont été écrits, notamment sur les Skulls and Bones.
On sait très bien que la famille Bush a fait partie. Effectivement, c'est très hermétique et les informations ne sortent pas, mais de temps en temps, ça sort. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils vont tous à ces clubs. Alors, Juste préciser le Skull and Bones, ce que c'est. Hein. c'est une espèce de société secrète qui a... Bush était là. Ça vient de Yale, hein. de Yale, de l'université de Yale, où la famille Bush, tous les Avec présidents... des rituels, des rites de passage, etc. Très liés à la franc-maçonnerie. Parlons très simplement, c'est très lié à la franc-maçonnerie. Donc, il y a peut-être aussi... Alors, qui est très difficile... C'est vrai que c'est un... On peut s'y casser les dents parce que c'est très difficile d'avoir des faits factuels. C'est vrai que dans ton livre, tu essaies d'avoir des sources à chaque fois. Et c'est là où c'est compliqué d'aller sur ce sujet-là parce que c'est glissant en fait. Oui, c'est glissant, mais d'un autre côté, c'est vrai que je parle de toute façon à la fin de mon livre. Il y a toute la chronologie de à quelle époque ça a commencé la création des sociétés discrètes ou secrètes, en fait. Et ça date de la fin du 19e siècle jusqu'en début du 20e. Et ça commence Et avec la franc-maçonnerie. fait partie. Ça commence avec la franc-maçonnerie. Absolument. Enfin, dans ton livre, c'est comme ça que tu fais un peu une espèce de base. Je parle de la franc-maçonnerie qui est effectivement la création la plus ancienne. Et après se greffent donc toutes les créations Bilderberg, 1717, je crois, la franc-maçonnerie. Et si on reste justement sur la franc-maçonnerie, parce qu'on a toujours un peu des discours à deux vitesses, c'est-à-dire que d'un côté c'est un club sympathique, philanthropique, de l'autre côté c'est un truc terrible qui manipule le monde. Ton avis sur la question, vu que tu as étudié, c'est quoi la franc-maçonnerie aujourd'hui en 2023 ? Est-ce que ça a une influence ? Est-ce que c'est encore quelque chose de réseau qui concerne ces familles ? Ou est-ce que c'est devenu quelque chose de folklorique ? Comment tu vois ça aujourd'hui en 2023 ? Disons que tous les politiciens déjà je vais parler pour la France, tous les politiciens en France ou tous les grands acteurs, entre guillemets grands acteurs économiques, industriels, sont de toute façon francs-maçons. Alors après, il y a trois loges en France. Il y a le Grand Orient, c'est plus, disons, le domaine de la gauche. Si tant est que ça veut encore dire quelque chose. Après, il y a la Grande Loge de France, c'est la droite. Et puis, il y a la loge féminine aussi qui serait un peu plus à droite. Voilà. Mais en réalité, tout le monde se serre les coudes. Ça veut dire que, en fait, c'est du copinage. À partir du moment où on est franc-maçon, bien évidemment, on fait rentrer des membres de sa famille, des amis, à des postes, etc., plus ou moins influents. Tout ça, c'est une vaste affaire de copinage. Mais presque, j'ai envie de dire, c'est un peu vieux comme le monde, et puis ça existe dans tous les pays. Mais donc la franc-maçonnerie, effectivement, c'est une association d'entraide. Alors, ils ont des rites, ma foi, que je ne vais même pas... Voilà. Ma foi, c'est... Il y en a certains qui sont bien sympathiques. Je fais un podcast avec un franc-maçon sympathique. Mais je pense que c'est un franc-maçon d'une loge de quartier, non ? Genre, ils font des pique-niques. Non, ça va être une loge bleue, non ? C'est parce qu'il y a des loges de 33 degrés, mais il y en a de 99 ou de 6 ou 8, 6, je crois. En tout cas. Donc, 99. il dit ça parce que lui, il est 4e sur 6, je crois. Oui, c'est ce que je dis, c'est une loge bleue. Ça, c'est une loge de quartier. Une loge de quartier. Mais eux autres, c'est du développement association. personnel, on va vers la sagesse et tout. Oui, après, il y en a qui sont francs-maçons parce qu'effectivement, ils ont une certaine recherche, soi-disant spirituelle, pourquoi pas. Mais moi, je pense que plus dangereux aujourd'hui, c'est des clubs, un peu comme celui que je mentionnais dans ma conférence, le Dolder Club, par exemple, qui s'est créé... Qui est très peu connu. Qui est très peu connu, qui s'est créé en 1970 et qui est le club mondial de réunion de tous les grands PDG des laboratoires pharmaceutiques. Et là, bien évidemment, quand ils se réunissent, à part le fait de la boutade qui se monte leur dernière Lamborghini, ça c'est d'une évidence absolue, mais après ils discutent vraiment de la stratégie en matière sanitaire de la planète. Toujours sous les ordres, de toute façon, de cette fameuse oligarchie au-dessus. Parce qu'en réalité, cette oligarchie mondiale pilote quasiment tout. Mais au travers de leurs valets, un peu comme je l'expliquais, leurs valets ultra friqués, parce que c'est quand même des valets ultra friqués. Bill Gates, il a une fortune colossale, Soros aussi. Et c'est des spécialistes en noyautage, donc, des gouvernements, puisque ils ont énormément d'argent, donc ils peuvent se permettre de noyauter n'importe quel État et n'importe quel gouvernement. Ça peut sembler un peu paradoxal que dire que Bill Gates est un valet alors qu'il est présenté comme un des milliardaires qui contrôle le monde et qui tire les ficelles. Sauf que quand on dit ça, on est traité de complotiste, évidemment. Alors est-ce qu'il est un rejeton de la famille Rockefeller ou quelque chose comme ça? Alors ça, j'ai pas de preuves là-dessus.
là-dessus, je crois pas. Non, Non. j'ai pas de preuve là-dessus. D'accord. Non, mais On je sait pense pas que vraiment c'est d'où il un vient. écran de Mais fumée et on le c'est présente comme voilà. un des dirigeants de l'affaire, alors que c'est justement un valet de l'affaire, mais que ça promène aussi bien le bon peuple Il a qui été pense connaître recruté, quelque chose de peut-être. plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où les projecteurs sont braqués sur Bill Gates, sur Soros ou sur les GAFAM, Sur Brigaly, les Bezos, etc., et même Elon Musk, etc., on ne met pas les projecteurs sur ces fameuses 13 grandes familles qui, eux, décollent les papiers peints, comme je disais. Ils sont invisibles. Voilà, qui entend parler de ces grandes familles? Personne. En revanche, Bill Gates, on en entend parler tous les jours. Mais justement, c'est quand même une question classique. Là, on prend ton livre, il y en a d'autres sur le sujet. On a quand même les références. C'est facile d'accès, que ce soit dans un livre ou sur Internet. Et pourtant, ça bouge pas. Pourquoi ? Parce que d'une part, je pense que beaucoup de gens veulent pas s'informer. C'est ça le drame. Hein. C'est un peu. Moi, en fait, le grand drame, c'est qu'une minorité de gens sont informés et essayent d'informer les autres. Le problème, c'est qu'il y a une majorité de gens qui n'ont pas du tout envie de s'informer. J'en discutais avec un de mes amis, Mike Borowski d'ailleurs, qui travaille chez Géopolitique Profonde en France, qui fait de très belles émissions, et on en discutait ensemble. Il me disait le problème. Alors, on parle de la France. Hein, il y a à peu près 20 millions de personnes en France qui sont scotchées tous les jours devant les journaux télévisés de TF1, de France 2, de France 3, sans même parler de BFM TV ou de CNews, etc. Déjà, si on prend les 3 gros journaux télévisés du soir, il y a 20 millions de personnes scotchées. Et alors après, il m'expliquait, et il a raison, je pense, comment arriver à faire rentrer de nouvelles informations chez ces 20 millions de personnes. Et c'est là le problème, c'est-à-dire que quand on a affaire à des gens qui sont scotchés uniquement sur un canal d'information qui s'avère être un canal de propagande, puisque ce n'est plus de l'information, c'est de la pure propagande, parce que le peu de fois où je regarde des JT, avec mon épouse, on se dit, mon Dieu, mais c'est incroyable, il y a de la propagande quasiment toutes les minutes, quoi. Déguisée, mais ça en est. Mais voilà, comment on arrive à faire comprendre à ces 20 millions de personnes, ou tout au moins une partie, que les véritables informations sont ailleurs. Et ça, c'est un problème. Et je pense que c'est un problème dans tous les pays de l'UE et dans tous les pays occidentaux. C'est un problème aussi aux États-Unis, je pense, et c'est un problème partout. C'est le problème, on a une majorité de gens qui, je comprends, hein, ils sont occupés à gagner leur vie, ils sont occupés à élever leurs enfants, ils sont occupés, d'accord, mais d'un autre côté, sortis de ça, sortis comme la chanson de Jacques Brel, chez ces gens-là, ils sont très, très occupés avec leur petit chapeau, leur petit auto, bon, bref, mais à part ça, et leurs petites vacances, à part ça, il n'y a rien qui se passe. Donc, il y a peut-être des gens qui vont couiner quand ils vont écouter ce que je dis, mais en tout cas, c'est malheureusement la stricte Je vérité. pense que Quoi. ceux qui vont couiner, c'est justement ces gens-là. C'est ça. Moi, je voulais effectivement l'information, comment dire, filtrée d'une façon absolument radicale. Quand je vois la table de matière de ton livre, je suis quand même surpris que tu aies réussi à le faire publier. Alors, ça me semble prodigieux. Mais alors, est-ce que tu es distribué dans les librairies généralistes? Alors, je pose la question parce que je sais que quand elles distribuent certains livres, il y a des commandos, enfin des genres de groupes qui sont envoyés pour les intimider, pour leur dire non, vous retirez ce livre-là de vos tables de présentation. Alors, il existe heureusement des éditeurs courageux. Voilà, et mon éditeur, là, celui qui a édité donc mon livre, c'est K-Édition, en la personne de son directeur qui s'appelle Hichem Kassem. Et en fait, c'est distribué pas par Hachette, mais par la Sofiadis en France. Et c'est distribué partout, sauf que il n'est pas étalé comme à la FNAC, comme d'autres livres. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas sur les étals. En revanche, les gens peuvent le commander. D'accord, mais il ne sera jamais dans les nouveautés. Tu n'as pas été invité à BFM pour en parler? Non, je n'ai pas été invité à BFM. Non. Attends, France 2 peut-être, France 2, France 3. Oui, je vais peut-être envoyer une petite communication Mais est-ce qu'il y a eu des au conséquences? présentateur. Pas de coup de bâton? Pour l'instant, non, mais il vient de sortir. Ah, c'est tout nouveau, c'est tout Il chaud. vient de sortir. Alors, je sais pas. Oui, il vient de sortir. Hein. Donc, les coups de bâton, on verra plus tard. Mais tu dois déjà Je avoir sais pas. l'étiquette de complotiste. Ah, ben, ça fait D'extrême longtemps. droite, etc. Ah oui, moi, je suis tout, moi.
Tout. Bien sûr, comme nous tous. J'ai tout cumulé. Ah ben, Je cumule toutes les tout. pages. Ah oui, tout. Est-ce que tu as la chance d'avoir une page sur le site de Conspiracy Watch? Pas encore. Ah bah ça va venir. Ça va venir. Ah, bon. Pas C'est encore. C'est une médaille, ça. C'est aussi un rite de passage intéressant. Ouais, voilà, pas encore. Ils m'ont débunké déjà 2 ou 3 de mes billets à une certaine époque quand j'avais été incisif sur Santé publique France qui publiait des statistiques, mortalité Covid, etc. J'avais établi quand même quelques preuves, mais non, pas encore. À suivre. Ou alors peut-être que tu fais partie de l'opposition contrôlée. Ah, la grande question, non. Mais attends, ce n'est pas une réponse, non. C'est hein. peut-être Il faut argumenter. C'est pour nous Bah mettre oui, sur une fausse piste, peut-être. mais je peux pas argumenter là-dessus, en fait. C'est ce qu'on peut dire. En fait, non, je pense que si j'avais l'opposition contrôlée, j'aurais pas pu essayer de publier un tel livre. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de livre, malheureusement, je dis malheureusement parce que les médias mainstream n'en parleront jamais, et en réalité, quand un gouvernement ne veut pas qu'un livre soit promu, il y a 2 façons d'agir. La première, c'est de l'attaquer en justice ou d'attaquer ce qui est dit dedans en justice. Et si c'est pas réalisable, la deuxième, c'est de ne pas en parler et de donner des ordres pour ne pas en parler. Si vous le permettez tout, je vais vous citer une petite anecdote. Quand on a sorti Le virus et le président avec mon ami Jean-Loup, on l'a sorti le 11 décembre 2020, très exactement. Il se trouve que j'ai été invité à Sud Radio. Nous avons été invités à Sud Radio. Bien. André Barkoff étant en vacances, c'est mon ami Philippe David, puisque je le connais, qui nous a fait l'émission. Impeccable. Moi, je me rends dans les studios de Sud Radio, impeccable. Mon ami Jean-Loup était par webcam. Superbe émission, ils avaient bien travaillé, David et son équipe, Philippe David et son équipe avaient bien bossé. Question géniale. Au bout d'1 heure, 1 heure et demie, on se quitte. Merci beaucoup, salut. Je reprends mon train parce que j'habite pas à Paris. Et la page Facebook, donc notre émission dans la page Facebook de Sud Radio, impeccable, plus de 250 commentaires, les gens enthousiastes, tout va bien. J'arrive à la maison, j'éteins le portable dans le train, j'arrive à la maison, page Facebook de Sud Radio toujours existante, notre émission avait disparu, 2 heures après. Donc j'appelle mon ami, je lui dis écoute, je comprends pas. Bon, il me dit c'est la veille de Noël, c'est vrai que c'est la veille de Noël. Oh, il y a moins de personnel technique. Écoute, dans quelques jours, ça va être remis. Ok. Quelques jours plus tard, rien. Donc, et là, pire, nous avons découvert le podcast de l'émission commence avec d'autres invités, s'arrête au moment où nous on arrive. C'est-à-dire qu'il y a pas de podcast. On doit être la seule émission de radio ou une des rares émissions à avoir un podcast inexistant. Alors notre éditeur, qui est un autre éditeur qui s'appelle Yes Édition, s'est fendu d'une lettre quand même au nouveau directeur de Sud Radio, parce qu'entre-temps il y avait un changement à la direction. Et le directeur lui a fait une réponse politique, lui a dit nous n'avons pas justifié le fait qu'il n'y ait pas de podcast, nous avons eu un problème technique et point barre. Quoi. Au revoir et merci beaucoup. Donc ce qui veut dire, et pourtant, nous avons été factuels, mon ami Jean-Loup et moi. C'est-à-dire qu'on n'a pas déliré, entre guillemets, sur quoi que ce soit. On était factuels. Eh bien, c'est pas passé. Alors, ça laisse présager que pour les livres ensuite que nous avons écrits, et d'autres, parce qu'on n'est pas les seuls à se faire sabrer, bon, voilà. Alors, ceci dit, je tends la perche, peut-être qu'ils vont m'inviter. Ah, peut-être. Affaire à suivre. J'ai peut-être été vite au Canana, chez Amélie Paul. Voilà. Là, c'est nous on va se moquer de ton accent. Non, nous, c'est des blagues, on est habitués. Mais c'est parce que c'est mignon ici, tout le monde rit de mon accent. Mais c'est un accent tellement charmant. Ah, écoute. Je voulais revenir tout à l'heure, tu parlais des milliardaires de ce monde, des grands philanthropes tels Bill Gates, on l'aime beaucoup. J'étais curieuse de savoir ton opinion de Elon Musk. Ah, alors lui, c'est un cas à part, je sais pas. Je me pose sincèrement des questions. Je sais pas comment il a fait pour acquérir une telle fortune. Parce que quand même, on peut pas acquérir une telle fortune juste quand on sort de rien. Enfin, voilà, parce que le coût... grande famille. Oui, et il y a forcément quelque chose derrière. Je veux dire, parce que le coup celui qui a fondé Facebook, il l'a fait dans son garage, oui, le petit gars. Puis ceux qui ont fondé Google, ils sont bossés dans leur petit garage, ils n'avaient pas de fric et tout. Ça, c'est le grand violon et le grand pipeau. En réalité, Facebook a été bien appuyé par la CIA derrière et financé, etc., etc. Donc en réalité, tout ça, c'est du grand pipeau. Alors Musk, je sais pas.
Je m'interroge un peu. Je sais pas quoi en penser. Voilà, ça reste un peu la question. mystère. C'est un mystère pour l'instant. Pour l'instant, c'est un mystère. Mais j'ai pas poussé l'investigation très très loin non plus. Intéressant, Nicolas. Il a pas l'air à trouver que c'est un mystère, lui. Non, c'est Musk qui a un côté. C'est pas mon avis, mais j'ai entendu plusieurs personnes d'un point de vue spirituel qui pensent que c'est une représentation de l'Antéchrist. Wow. Rien de moins. Mais après, symboliquement, il y a des choses qui ressemblent à ça. Ouais. Pas forcément dans une lecture biblique, mais dans une lecture symbolique, voire technologique. Il y a quelque chose d'antéchrist là-dedans. C'est vrai. Bah, On peut imaginer ça. Il y a plusieurs théories sur Musk, mais on pourrait le voir un peu comme le mouton noir de cette espèce de bonhomme de façade, tu vois, l'anti Gates en fait, l'anti Bill Gates, l'anti Jeff Soros, Bezos pardon, pas Soros, et ça crée une espèce de guéguerre où finalement dans l'espèce d'ingénierie sociale, il y a toujours une porte de sortie avec Musk. Voilà. Il pourrait avoir ce rôle. Effectivement, il faut enquêter sur le bonhomme. C'est peut-être une idée pour un prochain livre. Hein. Ça pourrait être hyper intéressant. Oui, je sais pas. Je veux investiguer sur une seule personne, c'est peut-être pas trop mon truc. Mais de toute façon, prochain livre, il y a déjà. Oui, ça c'est vrai. Okay. Notre prochain livre sort en novembre avec Jean-Loup. Ils en merdent, donc, hein, et là, ça s'appelle Les Destructeurs. Et il va sortir, hein, il va sortir. Ce sont les guerres incessantes US. On va se faire des amis encore, je le Encore une sens. fois. Et puis en février 2024 sort L'Abandon français aussi. C'est déjà aussi chez l'éditeur. Donc on a 2 éditeurs courageux. Et là, c'est la destruction de la culture française et de toute la francophonie par les mêmes anglo-saxons. Décidément, je vais me faire vraiment des amis du côté anglo-saxon. C'est une bonne idée pour ne pas être dérangé, d'écrire des livres dans ce goût-là. Et d'ailleurs, je ne vais plus mettre les pieds aux États-Unis et je vais peut-être éviter l'Angleterre, à vrai. T'es vraiment très productif parce que là, tu viens de sortir un bouquin. Il y en a 2 qui sont déjà. Ouais, mais c'était déjà dans les tuyaux et en fait, on a patiné un peu avec Jean-Loup. Alors Jean-Loup a sorti un nouveau livre. Sur l'affaire Covid, il a sorti son livre Tous vaccinés, tous en danger, point d'interrogation. Et parallèlement à ça, moi, je voulais sortir vraiment celui-là, là, Les Démasqués, qui dirige réellement le monde, parce que ça faisait 1 an et demi que je travaillais dessus. Donc, entre les deux, J'ai une question justement pour toi. Pourquoi avoir décidé de rentrer dans cette thématique où tu sais que tu vas vraiment pas te faire des amis, quoi? Moi, je le veux pédagogique. C'est-à-dire, je pense qu'il est utile aujourd'hui d'apporter à des gens qui se posent des questions, qui ont envie de se réveiller ou qui sont en train de se réveiller, de savoir qui tire les ficelles, d'où ça vient, pourquoi ils le font et dans quel but. Et d'arrêter d'être pris au dépourvu quand une crise arrive, comme la crise Covid, par exemple, ou comme la crise climatique qui sont en train de nous préparer. Donc, effectivement, voilà, c'est pour ça que je me suis dit c'est le moment de le sortir. Puis ça faisait 1 an et demi que je travaillais dessus, donc à un moment donné il faut boucler les enquêtes. Mais en même temps, voilà, j'espère apporter des réponses à des gens qui se diraient oui, mais comment ça marche, pourquoi, dans quel but, comment, etc. En plus, comme tout est sourcé, documenté, c'est plus facile pour le lecteur de vérifier un peu ce qui est écrit. Et au-delà d'amener des réponses, tu amènes des solutions, des propositions. Si oui, lesquelles? Les réponses dans la conclusion, c'est un peu ce que je mentionne souvent dans une conférence. Je dis tout le monde a le pouvoir de dire non et tout le monde peut entrer en désobéissance civile. C'est-à-dire qu'on a tous un devoir, si les gens voulaient bien, et on a tous un devoir de s'opposer à des choses qui vont à l'encontre de la survie ou du bien-être du peuple. Et ça, tout un chacun peut le faire. Personne n'est obligé de suivre des ordres qui vont à l'encontre de la survie. Alors après, il faut peut-être avoir un certain courage pour le faire, mais je pense que tout le monde peut le faire. Et si tout le monde le faisait un peu plus que cela, je pense que la conscience collective s'améliorerait de beaucoup. Et je pense qu'effectivement, à ce moment-là, l'oppression mondiale reculerait. Parce qu'en fait, l'oppression ne tient que parce que les gens acquiescent. Si les gens arrêtaient d'acquiescer à l'oppression, l'oppression forcément reculerait. Donc, on en revient un peu à toujours la même conclusion. Plus il y aura de gens qui vont s'opposer gentiment, hein, je n'appelle pas une révolution armée, loin de là, mais je pense que si de plus en plus de gens s'opposeraient à
toute une doxa qui ne va pas forcément dans la direction du bien-être des peuples, je pense qu'effectivement l'oppression finirait par reculer. Mais ce que la plupart des gens évidemment comprennent, c'est que pour s'opposer, cela demande quand même une part d'auto-sacrifice. Parce qu'on a vu évidemment en 2020-2021 que déjà des gens acceptaient de se faire injecter un produit inconnu et expérimental pour aller au restaurant ou pour continuer à sortir. Je voulais revenir sur le thème du livre précédent, le virus et le président. Et en fait, je me demandais, puisqu'on a assisté à une pandémie mondiale, plutôt à la mise en scène d'une pandémie mondiale, quelle a été pour toi la spécificité de cette mise en scène en France, donc centrée sur le personnage d'Emmanuel Macron, apparemment, d'après ce que tu as l'air de suggérer dans votre livre, puisque c'est coécrit avec Jean-Louis Zambert. La spécificité par rapport au Covid Oui, c'était la place spécifique de la France au moment de cette grande crise, parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs pôles, parce que le Québec, le Canada ont été quand même bien gâtés aussi. Oui, il y a eu ça, il y a eu la France, le Québec et le Canada, et puis j'ai l'impression l'Australie et la Nouvelle-Zélande aussi, qui ont été particulièrement... En Belgique, ça a été beaucoup plus doux. Mais c'était dur, mais c'était beaucoup plus doux en comparaison. Même le reste du Canada, c'était moins pire que le Québec. C'est intéressant. On en rejoint. Il faut saquer, il faut détruire la francophonie. C'est-à-dire que la francophonie, la langue française, la culture française, qui est pas que française, puisqu'il y a nos cousins canadiens, français, et nous avons les Suisses aussi français, la Belgique wallonne, et pas mal de pays d'Afrique, mais ça fait de l'ombre aux anglo-saxons. Ça fait beaucoup d'ombre. Donc il faut absolument, d'un point de vue anglo-saxon, détruire toute la culture francophone. Alors après, en Australie, Nouvelle-Zélande, ils ont muselé de façon à en faire vraiment... Pas oublier qu'en Australie, Nouvelle-Zélande, c'est là aussi où tous les milliardaires PDG se font construire des villas en sous-sol, bunkérisées en cas d'attaque atomique. Donc il fallait aussi visser le peuple. Donc il y a quelques manifs qu'il y a eu à Melbourne ou à Sydney en Australie et même en Nouvelle-Zélande, elles ont été réprimées violemment, mais vraiment violemment. Mais c'est vrai que là-bas, c'est la terre, quand même, c'est du Commonwealth en plus. C'est quand même anglo-saxon, faut pas l'oublier. Mais dans quel sens la francophonie fait de l'ombre aux anglo-saxons ? Parce que l'objet d'un futur livre, mais oui, parce que quelles sont les pistes là-dessus ? Parce qu'il faut éliminer, il faut la suprématie de la langue anglaise et de la culture anglo-saxonne. Depuis toujours. Les États-Unis ont un peu plus de 200 ans d'existence et ont été en guerre pratiquement 200 ans. C'est-à-dire que ce pays a toujours été en guerre contre un ou plusieurs pays de la planète. C'est affolant quand on regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont généré quand même à travers le monde plus de 20 millions de morts quand même. À travers les guerres, que ce soit en Irak, en Libye, en Syrie, en Vietnam, parce qu'on oublie le Vietnam, mais Vietnam, bonjour. Les 2 bombes atomiques qu'ils ont balancées inutilement sur le Japon, qui par trois fois. Excusez-nous, c'est notre jeune stagiaire qui n'a pas éteint son téléphone. Non, c'était une alarme. C'est arrivé en meilleur d'entre nous. C'est une alarme canadienne, on la pardonne. Oui, alors que le Japon, en fait, avait demandé par 3 fois sa reddition. Tout à fait, oui. La seule condition que le Japon émettait au niveau de la reddition, c'était qu'il ne touche pas à l'empereur. Parce que l'empereur, pour les Japonais, c'était sacré. C'est-à-dire, la seule condition, c'était, ils avaient dit aux Américains, vous ne toucherez pas à l'empereur. Vous ne le tuerez pas, vous ne lui ferez pas de mal. Les Américains ont totalement ignoré par 3 fois, parce qu'ils voulaient absolument envoyer 2 bombes atomiques donc sur le Japon. Mais c'est ça toute la force des États-Unis, en fait. C'est qu'ils jouent sur le soft power. Donc, c'est-à-dire qu'on est tous... et alors, ils font ça super bien aussi. Les films hollywoodiens, où... ils s'apparaissent soit comme l'héros ou l'anti-héros, et ils arrivent à imposer leur culture par ce biais-là. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc ils sont en perte quand même on va dire d'hégémonie. Et c'est pour ça qu'on voit une montée d'autres puissances, que ce soit la Russie, enfin les BRICS, les pays du BRICS, la Russie, la Chine et autres, et consorts. Mais ce qui manque à ces pays-là, c'est justement qu'ils n'ont pas de soft power assez puissant. Et ça reste encore aujourd'hui à travers Netflix, et tout ça
est une ingénierie sociale qui est très 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 bien Ah oui, pensée. c'est bien fait. C'est Hollywood. Hein. Hollywood a été vraiment un outil de propagande incroyable. C'est American First, c'est Captain America, c'est Top Gun. Bon, les meilleurs. Enfin bon, bref, les Américains quoi. J'ai l'impression aussi que la résistance coule dans les veines des francophones sur Oui. la scène mondiale. Oui, c'est vrai. Mais aux USA aussi. Il y a quelque hein. chose qui s'est passé dans la francophonie mondiale plus qu'ailleurs. C'est pas faux. C'est même très vrai. Mais c'est aussi, aux États-Unis, ils ont plus de résistance aussi qu'avant. C'est vrai. C'est-à-dire, et comme par magie, en fait, non, entre guillemets, c'est tout le centre des États-Unis qui est de plus en plus opposé. Parce qu'en fait, côte est, côte ouest des États-Unis, si on retrouve évidemment les néocons, hein, les Les woke, c'est des néoconservateurs. néocons! Voilà, ouais, Oh, j'adore ça. oui, parce que en France, c'est les néoconservateurs, on les appelle les néocons. Oui, c'est d'accord. intéressant. Mais et au milieu des États-Unis, c'est plus les rednecks, ce qu'on appelle les gorges rouges en fait. Au Canada aussi. Ah, au Même Canada principe, aussi, ouais. voilà. Et donc c'est eux. Par contre, ils sont pas du tout dans la même mood pour employer un terme anglais que les néocons. Là. Et donc, voilà, notamment des États d'ailleurs comme le Texas, la Floride, Kentucky, enfin, c'est les États du centre un peu. Hein, ouais. C'est lié au passage de Trump qui avait un électorat populaire très très puissant. hein. Absolument. Ouais, un Ron support- DeSantis Absolument. en Floride, il y a la cote aussi. Pardon? Le gouverneur de la Floride, Ouais. pendant la COVID, DeSantis, il s'est toujours ouais. tenu debout, un des seuls d'ailleurs. Mm. C'est vrai. Ah, Il est c'est- toujours là, hein, je crois, le gouverneur Ouais. de Floride. En fait, il se présente chez les républicains contre Trump. Mais il n'y a pas la cote en ce moment. Je hein. sais pas si je sais pas si tactiquement, je sais pas si c'était le bienvenu parce que ça risque de diviser. Exact. Mais bon. Ouais, bon. Mais- On attend que Mike Obama se présente aussi chez les démocrates. Oh, excusez, j'ai dit Mike, Michel. Excusez-moi. C'était Michel Le. Michel, oui. Ah bon, excusez-moi. eux aussi, ils ont. C'est la rumeur, là, ça court. Les Voilà, rumeurs. bon, Ouais. on invite Amélie Si on Paul peut- et ça part en Si on sucette. pouvait revenir au factuel, comme le préconisait très bien notre ami C'était la Claude. section Mais Oui, complète. mais Si la rumeur- c'est encore la stagiaire canadienne. Bah, c'est c'est toujours la ça, même histoire. écoute, bah, franchement, écoute, bon. voilà. Honnêtement, je sais pas si on va la garder. C'est peut-être la stagiaire pour un épisode. Parce qu'on on l'a eu comme invité, bon, c'était bien sympathique, mais la garder comme stagiaire, je sais pas si c'était une bonne. Ah, Peut-être le- c'était une erreur. On va voir, on va attendre. Seul le temps le dira. Ah, voilà. Je ne sais pas si la rumeur de Mike Obama était déjà arrivée sur le continent, mais bon, si, bah, c'est peut-être toi qui Peut-être la c'est moi qui colporte. va débuter cette rumeur. En tout cas, peu importe, Mike, t'es cocu. Que tu sois Michel ou Mike, c'est Ah, terminé. Et puis alors, pendant là. qu'on est dans les ragots, Ouais, il n'y mais avait bon. pas que ça. Il y a des rumeurs sur Là. Barack aussi. Hein, On sort concernant du ça, cadre voilà. du sujet, je vais remettre. Bah oui et non, parce qu'en Tu fait, l'as là. On commence comme Ben, ça, puis on reste dans la pièce de théâtre mondiale. on commence comme ça, puis on finit avec Jean-Michel. Donc je pense qu'on va s'arrêter. Non, non, on va pas parler de Jean-Michel. oui, parce que Mais dans le tout est une pièce de théâtre. dans le livre Macron, le virus et le président c'est bien Emmanuel Macron, c'est pas Brigitte. Ah non, Donc, oui, bon. oui, non, on parle d'Emmanuel. C'est pas le Macron. premier homme de Ouais, France. Oui, non. Mais pour C'est une en revenir plaisanterie, justement à la je francophonie, alors je sais que tu es en train de préparer un livre là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a une perte de vitesse, notamment dans les pays du Maghreb, où les Algériens aujourd'hui ont décidé que, alors que le français était la seconde langue en Algérie, les étudiants ne sont plus intéressés par le français, ils se dirigent vers l'anglais. Je vois aussi ce phénomène au Maroc, en Tunisie la même chose, donc il y a vraiment une perte de puissance, et puis tout ce qui est en train de se passer, le Mali, on dirait que Emmanuel Macron fait exprès de saboter la France en Afrique, alors que historiquement, il y avait vraiment des liens entre l'Afrique et la France. Est-ce que c'est à dessein? Est-ce que Ah oui, ce c'est type- voulu. C'est voulu. de- C'est voulu. Je prends le cas du Gabon, par exemple, récemment. Bon, c'est vrai que pendant des décennies, il y a eu la dynastie Bongo, hein, puisque voilà. Mais où ils ont profité largement quand même des subsides internationaux et dont françaises aussi. Mais là, le coup d'État qui s'est passé avec le général militaire, j'ai oublié son nom. En fait, ça a été poussé quand même par la France, hein, derrière. Il faut le savoir, hein, ça a été poussé par le ministère de l'Intérieur. À charge du général militaire qui a fait le putsch, donc le coup d'État, d'établir un gouvernement qui sera piloté par la France, parce qu'il voulait quand même mettre un peu à l'écart Bongo.
Bongo avait fait son temps et les héritiers Bongo aussi. Et c'est pour ça que Bongo, dans sa vidéo de détresse, il l'a faite en anglais. Il l'a pas faite en français. Donc voilà, mais c'est poussé. Alors, ça peut être poussé en sous-main par la France, mais c'est vrai qu'on est en perte de vitesse. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, de toute façon, il suit l'agenda. Il suit l'agenda pour lequel il a été mis en place. Et voilà. Et donc, on est en pleine destruction et tout. Parce qu'on pouvait, bien entendu, la France pouvait garder des liens économiques et culturels avec tout un tas de pays. C'était même pas nécessaire on n'est plus dans l'époque des colonies où, effectivement, c'était détestable. Mais avoir des relations culturelles, sociales et industrielles, c'était pas un problème. Donc là, c'est vraiment détruit sciemment. C'est vraiment détruit sciemment. Il faut de toute façon que toute la puissance passée française et francophone soit réduite en miettes. Ce qui est déjà pratiquement à terme, hein, puisque il reste plus grand chose, quoi. Quand tu dis ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une bataille, on va dire, entre les pays occidentaux et les pays émergents, dits émergents, que sont les BRICS, qui sont en train de se livrer une bataille où l'Europe, dans son entièreté, a tout à y perdre. Donc, dans ton enquête, justement, quand tu parles des démasqués, des familles qui dirigent le monde, quelles sont leurs relations avec des pays tels que la Russie, par exemple? Est-ce qu'ils ont aussi des billes à jouer là-dedans? BlackRock, Vanguard. Comment ça fonctionne en Chine? Est-ce qu'ils sont quand même, ces pays sont encore protégés? Est-ce qu'il y a quand même un élan où il peut y avoir un espoir, on va dire, de dénouement par ce que représente ce bloc? Comment toi tu le vois, si tu as analysé la question? Ah bah oui, la question, elle est... oui, on l'a analysée. Enfin, je dis on parce que je suis pas tout seul à l'avoir analysé. Bah, de toute façon, c'est un rêve quand même anglo-saxon déjà de faire éclater et de morceler la Russie. C'est pas nouveau. Ils ont ça en tête depuis que le tsar Nicolas s'est fait gicler et qu'il y a eu la révolution bolchevique donc en 1917. Très, très exactement, c'est l'année aussi où les USA ont mis le pied en Europe. Parce que les USA sont souvent posés en sauveur dans la Première Guerre mondiale. Oui, ils sont venus en 17 nous donner un coup de main. Ouais, enfin bon, passons. Ils sont venus en 17, l'année d'après, il y avait l'armistice, et puis ils nous ont pas énormément aidés, effectivement, à gagner la guerre. À un moment donné, de toute façon, c'était une guerre statique, c'est une énorme boucherie, d'ailleurs, inutile, comme toutes les guerres, d'ailleurs. Mais en réalité, ils ont mis le pied en Europe. Donc 1917, ça a été une année vraiment catastrophique. Révolution bolchevique, et les USA ont mis le pied en Europe pour coloniser l'Europe, pour commencer à coloniser l'Europe. Et faire éclater la Fédération de Russie en une multitude d'États afin de mieux piller les richesses, afin de mieux contrôler, parce qu'on contrôle plus facilement des petits États, on peut plus facilement soudoyer des petits États et piller les richesses que quand c'est un immense territoire comme la Fédération de Russie. C'est des milliers de kilomètres carrés, c'est énorme. La Chine... c'est pas tout à fait la même chose, bien que ce qu'il faut comprendre avec la Chine, la Chine est un pays aussi fédéral. C'est-à-dire que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, parce que tout d'un coup les critiques c'est oui, Xi Jinping, gna gna gna, le PCC chinois. Bon, moi je dis pas que Jinping est un saint, ni que le PCC chinois c'est l'idéal. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des provinces en Chine qui n'obéissent pas forcément au président et qui sont même pro-occidentaux. Notamment la province de Wuhan, d'ailleurs. Curieusement, celle où s'est développé le coronavirus, pas la bière. Le corona, sinon c'est pas bon. Mais donc voilà, alors après, c'est le rêve américain. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en Syrie, puisque en Syrie, ce qu'ils aimeraient bien, c'est faire éclater la Syrie en 2, 3 ou 3, 4 États, pareil, pour continuer à piller les richesses et mettre à bas tout le pays. Déjà que le Liban et la Syrie sont deux pays qui ont été totalement ruinés et dont le PIB aujourd'hui est malheureusement au ras des pâquerettes. La Libye aussi, d'ailleurs, alors que la Libye... et la Syrie avaient c'était les deux pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient qui avaient le plus fort PIB avant qu'éclate donc la guerre en Syrie et avant que le Mouammar Kadhafi soit dégommé par la coalition internationale. Il a été dégommé d'ailleurs parce qu'il voulait créer justement une banque africaine et se désolidariser du dieu dollar. Donc effectivement, les anglo-saxons ont dit « Oula, surtout pas ». Donc après, ça a été le déchaînement. Et quand on regarde ce qui est devenu la Libye aujourd'hui,
La voie de passage pour les migrants. Oui, entre autres. Et puis, l'esclavage. voilà, il y a mais plus il y a- rien. alors que j'ai un ami qui avait été se passer un mois en Libye juste avant la chute donc de Kadhafi, et il me disait mais c'est un pays incroyable. Les études gratuites, les soins de santé gratuits, les maisons, tout le monde avait sa maison payée par l'État. Si les jeunes avaient envie d'aller étudier en dehors, dans des pays étrangers, c'était aussi payé par l'État, etc. Et lui, il avait réussi le tour de force, Mouammar Kadhafi, à unifier un peu, parce que c'est tribal, il y a beaucoup de tribus et beaucoup de factions. Il avait réussi à unifier les factions. Bien évidemment, depuis tout a été balayé et soudoyé et alimenté toujours par des finances extérieures pour faire en sorte qu'il y ait des rébellions, etc. etc. On doit remercier et Sarkozy et Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, BHL, le sacré battant-guerre. Oui, celui qui fait des films. C'est avant tout un grand philosophe et surtout, je pense, avant tout, comme tu viens de le dire, un excellent cinéaste. Et aussi, on peut ajouter toutes ces personnes, les dirigeants comme Madeleine Albright à propos de l'Irak, qui disaient que oui, 500 000 enfants, c'est un sacrifice qui valait la peine. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy a dit exactement la même chose à propos de la Libye ou de la Syrie. Maintenant, je ne suis plus tout à fait sûr, mais là, ça devient un détail. En fait. Et comme on a déjà parlé de ce merveilleux personnage dans plusieurs émissions, je rappelle que nous l'invitons volontiers à ce micro pour s'exprimer sur tous ces sujets. Ce serait toujours un bonheur de le recevoir, donc on est vraiment ouvert à la discussion avec Vous êtes ouvert à tout le tous monde. ici. Oui, Tout à fait. Et moi, On je n'a lui pas demande. de- Tout à fait. Je pas lui de demande- censure. D'accord. J'en profite pour faire une parenthèse, continuer la parenthèse à propos de Bernard-Henri Lévy. J'attirerai son attention sur une contradiction, c'est-à-dire qu'il est contre tous les nationalismes, sauf un. Voilà, ce serait peut-être une question intéressante à lui poser. Tout à fait. Donc, attendons qu'il réponde à notre invitation et on lui en parlera avec grand plaisir. Ce qui ne Il serait vous tardé. écoute, je crois. Régulièrement, Oui, m'a-t-on dit. c'est un mais, grand fan, qu'on m'a dit. Non, je pense qu'il y a des gens, on peut des poser la amis qui lui question. parlent de nous. Ah oui. On peut poser la question à Claude de savoir s'il fait partie d'une des familles, par exemple, ou pas du tout. Un Bernard-Henri Lévy, ou c'est juste un. Ah non, il en fait pas. Non, je crois, pas à ma connaissance, quoi. Lui, de toute façon, il fait partie des serviteurs argentés. Mais ceux qui sont mis en place comme président, premier ministre, tout ça, ils ne font pas nécessairement partie. C'est juste des acteurs qui sont placés là et très bien rémunérés pour leur service. Voilà, je crois que tu as bien résumé. Ils sont grassement rémunérés. Mais ils ont savent ce qu'ils toutes font. les largesses et les ors, les ors de la République française. Si on parle de la France, là, récemment, le dîner au château de Versailles organisé par Emmanuel Macron, qui a reçu donc le roi d'Angleterre et qui a reçu aussi, il y avait 180 convives. Bon, jusque-là, j'ai rien contre. Je sais très bien qu'effectivement, tous les grands de ce monde, on dépense de l'argent dans des banques, etc. Là où ça passe moins, c'est qu'il a été offert un magnum de mouton cadet Rothschild. Ah, curieux quand même. Bon, passons. À chaque convive. Donc, ça fait quand même 180 magnums à 2770 € le magnum. Quand on multiplie 2770 € par 180, on arrive à la bagatelle de 490 000 €. Aux frais du contribuable. Non, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de l'État, voilà. Alors, je n'ai rien contre les cadeaux, mais c'est très exagéré. Bon. En même temps, la France va bien. Oui, Donc, je veux dire, il y a absolument. une économie florissante. Socialement, c'est au point. C'est donc, ça. Il y a des gens qui tirent le diable par la queue tous les mois, mais on offre un Voilà. magnum à 2700 €, mais 2770,46, je crois. À 180 convives. Ah, comme le Canada qui vient d'offrir 650 millions de dollars à l'Ukraine, là. Notre ami Zelensky est au Canada. Ou il vient juste de quitter. c'est rassurant. Oui? Oui. Oui. Ça, Oui. moi, ça me Je semble- pense qu'il que ça a va- su que j'avais quitté le pays, c'est pour ça qu'il est Je pense que allé. ça va appuyer la fameuse contre-offensive ukrainienne qui tarde à venir. Pour le moment, émotion, j'ai la larme à l'œil. C'est l'initiative de Justin Trudeau, je suppose. C'est Oui, lui qui a pris ça. notre merveilleux premier ministre, que je peux pas croire qu'il est dans le coup. Il a l'air tellement imbécile. Justin Trudeau. Oui, ouais. Section complotiste. Mais c'est troublant à quel point il ressemble.
Oui. Bon, ça veut rien dire. Hein, Ouais, mais en même temps, sa mère apparemment avait la cuisse légère. C'est vrai. On digresse de nouveau. Hein. On veut pas C'est partir vrai des qu'il rumeurs. semblait là, que mais- la gourgandine avait passé quelques séjours à Cuba, il est vrai. Mais Ah, il y avait Là, l'air on est d'avoir en une belle train de chimie entre spéculer, Cachot et... cela Ça ne y nous est, on regarde arrive pas. dans Là, le on est- people. Là, c'est ça la y est. section complotiste. mais j'ai une autre section. Ben, c'est pas une section complotiste, c'est juste qu'on peut pas être dans les faits. Là. Je te demande ton opinion plus au niveau de ton ressenti et de ce que tu penses qui s'en vient, en fait. Parce que là, on voit qu'on dirait que le narratif COVID veut reprendre. Mais bon, c'est essoufflé. Les gens croient moins à la vaccination. Là, ils s'essaient avec le climat. Je sens pas que ça prend vraiment. En tout cas, ben, chez nous, les gens semblent pas avoir peur. Quand ils sont en train de crever de faim, je pense que le réchauffement climatique, ça les dérange plus ou moins. Qu'est-ce que tu penses qui va être la prochaine offensive, entre guillemets? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est difficile de faire une prospective. Bon, là, on sort, entre guillemets, d'une crise sanitaire fabriquée, où les gens, quand même, ont bien eu la tête sous l'eau. Ils nous font le coup, là, de l'urgence climatique, donc des restrictions. Ils nous ont fait le coup en France, hein, tout au moins, des restrictions climatiques. On ne pouvait plus chauffer, attention, blablabla. Là, on a quand même... Et là, c'est pas une vue de l'esprit, on est quand même dans une inflation énorme en France, tout au moins. Je pense qu'en Belgique, c'est certainement aussi la même chose. Et dans les pays de l'UE, on est quand même en France à 15 à 16% d'inflation sur les produits alimentaires, ce qui est quand même énorme. On a du carburant qui ne descend guère en dessous des 2 euros le litre. Et on a tout un tas de taxes qui ont considérablement augmenté en France. Par exemple, en France, on paye une taxe foncière, c'est-à-dire quand on est propriétaire d'une maison ou d'un appartement, on a une taxe sur le foncier, non ? La taxe foncière en 2 ans, en France, elle a augmenté quasiment de 30%. 30%. Ça veut dire que si quelqu'un payait 800 euros de taxe foncière il y a 3 ans, il paye 30% de plus, et là, il paye 30% de plus. C'est pas 2% d'augmentation, c'est 30% d'augmentation. Donc la situation économique n'est pas du tout au beau fixe, quoi. Ça c'est clair. Et bon, alors après... On a la même, en Belgique, on a exactement sur le revenu, ce qui s'appelle le revenu cadastral, exactement la même augmentation. C'est pareil, 33%. Ouais, c'est ça. Il semblerait qu'il y a quelqu'un qui susurre à l'oreille des gens qui s'appellera peut-être le cabinet McKinsey. Ah oui, le fameux cabinet McKinsey. Est-ce que tu as enquêté là-dessus? Ah oui, sur McKinsey, j'ai enquêté. Oui. Bah, ils ont rien que quand tu regardes le CV, c'est effrayant. McKinsey, le CV de McKinsey, j'ai jamais vu autant de directeurs de McKinsey qui ont été inculpés pour fraude, qui ont eu de la prison avec sursis, qui ont même été en prison ferme. Incroyable. Enfin, moi, je sais pas, hein, dans ma vie, j'ai embauché quelques personnes parce qu'à un moment donné, j'étais auto-entrepreneur. Moi, quelqu'un qui se serait pointé avec un tel CV, je l'aurais jamais embauché. Ou avec des clients en conflit d'intérêt majeur. Ouais. Mais c'est invraisemblable. Et quand on regarde la tonne de millions d'euros qui ont été payés rien que par la France au cabinet McKinsey, mais c'est effrayant, quoi. c'est un cabinet de bon conseil tout de même. Ah bon, je ne sais pas, cabinet de conseil en tout cas. Non, mais c'est Et dans ton effrayant. enquête, justement, comment tu expliques qu'ils arrivent, justement, malgré ce CV sulfureux, va-t-on dire, à pouvoir conseiller des ministères, maintenant même le président, etc. C'est de la corruption. Oui, mais qui on a au pouvoir? Est-ce que ce sont des gens corrects que nous avons au pouvoir, ou est-ce que ce sont des délinquants? La question, elle est là. Bon, bah, en France, en tout cas, moi j'ai la réponse. Nous avons des délinquants à la tête du pays. Alors après, je pense que dans tous les pays de l'UE, c'est exactement pareil. Au Canada français, nous avons Trudeau qui est un délinquant aussi. Donc, on a des délinquants. Alors, à partir du moment où nous avons des délinquants qui gèrent un pays, mais ils vont embaucher, bien évidemment, des délinquants. Et tout le problème, il est là. Et donc, ils vont pousser dans le sens de favoriser. Un élément intéressant quand même que nous avions soulevé, Jean-Loup et moi, dans le virus et le président, et ça c'est pareil, c'est un chiffre sourcé documenté, nous avions mis en exergue à l'époque que chaque année, tous les grands patrons des grosses sociétés françaises et multinationales françaises, donc du CAC 40, reçoivent, et c'est toujours en vigueur aujourd'hui, 200 milliards de cadeaux fiscaux. Chaque année. Ça se subdivise en exonération fiscale, en subvention publique, en crédit d'impôt, le fameux CICE, le crédit d'impôt.
Donc quand les grands patrons du CAC 40 français comme Arnaud, Pinault, etc. nous font le coup, on est écrasé de charge, ça va pas, on n'est pas bien, oh bah oui. Et puis quand j'en vois certains qui disent ah oui, qu'est-ce qu'ils sont bien ces grands patrons, ils œuvrent pour le bien-être du peuple, tu parles. Ils délocalisent les sociétés, ils mettent beaucoup de gens au chômage, ils en ont rien à faire du bien-être des travailleurs. En revanche, l'argent, ça va, ils engrangent. Donc quand l'autre Arnaud il nous a fait pleurer, il nous a fait sortir les mouchoirs en France, ah oui, il a donné 10 millions d'euros au Restaurant du Cœur. Oh, mon Dieu, quel philanthrope. Mais c'est du guignolage, quoi. C'est du guignolage. 200 milliards de cadeaux fiscaux reçus chaque année, quand même, les grands patrons du CAC 40. Quelle honte. Mais quelle honte. Quand on pense que quand on a, nous, petits, quand on a une petite société, et j'en ai eu, et quand je vois le taux d'imposition sur une petite société par rapport aux grandes sociétés, c'est une honte. Rien qu'en France, une petite société est imposée à 8% sur les plus-values quand on revend ça, à 33%. Pardon, une petite société était imposée en France quand on la revendait à 33% d'impôt sur la plus-value. Les grosses sociétés, quand elles se revendent, c'est 8% d'impôt. Donc, plus les sociétés sont grosses et sont riches, moins elles payent d'impôts. C'est intéressant quand même. En plus, ils ne payent pas d'impôt sur le revenu, il faut le savoir. Arnaud, Pinault, ils n'en payent pas, puisque... Ça s'appelle l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale. Il faut avoir le pognon pour se le payer, mais ici, une dernière question, on va la prendre et puis on va... Oui, j'ai entendu, je me semble t'avoir entendu évoquer que tu avais commencé on peut appeler ça un combat pour des raisons personnelles. Est-ce que tu voudrais bien partager ces raisons personnelles avec nous ? Allez, voilà. Pour la suite, il faudra payer sur notre compte. Non, c'est pas vrai, allez-y. C'est ça. En fait, ça a démarré en 1974. Je vais essayer d'être un court. 1974, j'ai 20 ans, donc, et on me propose, parce que le service militaire en France était obligatoire à cette époque, et on me propose, j'ai essayé de me faire réformer, ça n'a pas marché, passons. Et on me propose d'aller faire mon service après les 2 mois en France à Tahiti. Donc, effectivement, j'ai 20 ans, je me dis, 20 ans, Tahiti, le pied, le soleil, la mer chaude, les vainés, le top du top. Donc, j'arrive là-bas, et le top du top. Le top du top, j'ai un peu déchanté. C'est vrai que le soleil impeccable, le sable chaud impeccable, les vainés, ça dépendait, bon, passons. Mais le problème, j'avais oublié un détail, la bombe nucléaire, parce que chaque année... Quand même, la France faisait exploser une bombe nucléaire, et parce que beaucoup de gens disent c'est un essai. Un essai atomique, c'est une bombe qui pète. C'est une bombe qui pète. C'est pas un essai. On n'a pas fait un petit pétard. Donc, en 74, la bombe atomique, la pète comme chaque année à Mururoa. Mururoa, c'est un atoll qui est à 1200 km à vol d'oiseau de Tahiti, donc très proche, et avec une base avancée qui s'appelle Ao, qui est un atoll qui se situe entre Mururoa et Tahiti. Donc, à l'époque, je vous passe un peu les détails parce que, bon, de toute façon, je vais écrire un bouquin là, sur ça parce que ça mérite vraiment d'être dénoncé. Bref, je suis donc témoin de choses qui me plaisent pas, mais vraiment, notamment, à un moment donné, ils me mettent sur AO cette base avancée parce que j'étais un peu un trublion et que j'arrivais pas à rentrer dans le moule comme ils voulaient. Et là, je me rends compte que le bout de l'atoll était habité par un petit village où les gens vivaient dans le dénuement le plus total, c'est-à-dire dans des cases avec des tôles ondulées, des enfants pas bien nourris, des Maoris, parce que c'est des Maoris là-bas, hein, d'Haïtiens c'est Maoris, plus de dents, oula, je dis mais qu'est-ce que vous faites là ? Ils me disent on habitait là. Ah mais je croyais que l'atoll était désertique, parce qu'en fait on m'avait toujours dit que l'atoll, avant qu'ils construisent la base militaire de Mururoa, on m'avait dit bien entendu la propagande, que l'atoll était inhabité. En réalité, c'était faux. Ça veut dire que l'armée française est arrivée, ils les ont poussés au bout de l'atoll. Débrouillez-vous. Donc déjà, ça m'avait vraiment pas plu. Et puis quand ils ont fait péter la bombe, le tir a été raté. Alors si tant est qu'un tir réussi, je me suis toujours demandé ce que c'était. Bon, passons. Mais bref, ce que les météorologues avaient
penser que c'est que le champignon allait s'élever et allait disperser dans l'atmosphère et allait retomber sur nos voisins australiens et néo-zélandais. Ben après tout, hein, c'est pas... Voilà, pourquoi pas. Mais là, pas de bol pour Tahiti, l'archipel des Tuamotu, en fait, c'est qu'il y a eu des vents violents juste après l'explosion et tout le nuage radioactif est revenu contaminer à leur insu tout Tahiti et l'archipel des Tuamotu, donc 160 000 personnes contaminées à leur insu, moi compris dedans. À l'époque, le haut commandement militaire le savait, bien sûr, et ils n'ont rien dit à la population, ce qui est un crime, c'est vraiment criminel. Ça veut dire que pour le coup, un confinement, quand il y a des radiations qui tombent sur une ville, je le dis si jamais ça peut arriver, ça peut servir de le savoir, pour le coup, le confinement est nécessaire. Il faut rester chez soi, il ne faut surtout pas sortir dehors parce que les murs vont atténuer l'effet des radiations. Il ne faut surtout pas prendre de douche, pas utiliser les canaux d'eau potables parce qu'ils sont contaminés aussi. Il faut rester comme ça 3-4 jours. Il faut avoir des provisions d'eau en bouteille à la maison, c'est mieux. Il faut éviter de sortir. Il faut prendre des capsules d'iode. Je referme la page. Mais le haut commandement militaire, c'est certainement ce qu'ils ont fait. Eux. Ça, ils l'ont fait, c'est sûr. Mais le reste de la population, non. Et donc, on a tous été contaminés à notre insu. Et moi, je ne m'en suis pas aperçu de suite, mais j'avais noté quand même que quand nous sommes rentrés, je dis nous, parce évidemment, je suis rentré avec quelques amis, dissidents à l'époque, et il y en a quelques-uns qui se sont fait faire des examens médicaux, et en fait, ils sont tous découverts qu'ils étaient stériles. Donc j'ai eu le plaisir d'apprendre que je ne pouvais pas avoir de gamin, parce que moi aussi j'ai fait partie du lot, et donc je n'ai jamais pu avoir de gamin, voilà. Mais moi je m'en suis bien sorti, puisque bon voilà, je suis là, j'ai pas développé de maladies étranges. En revanche, j'ai pas mal d'amis qui sont morts de cancers foudroyants, qui sont morts de complications, et les Tahitiens et les Maoris qui ne connaissaient pas le cancer avant les explosions atomiques connaissent le cancer aujourd'hui de façon exponentielle. Alors ça a été le déclic pour moi. Je suis rentré en France, donc j'avais 20 ans, et j'ai pris une grande claque. Je n'allais pas vraiment très bien, j'ai mis un petit moment à m'en remettre quand même. Et là, je me suis dit, ah oui, on nous ment à ce point-là. C'est-à-dire que l'État nous ment à ce point-là. Ça va si loin que ça. Et là, je me suis dit, je vais commencer à dénoncer tout ça. Alors évidemment, bon, après la vie avance et il faut quand même gagner sa vie, faire marcher un peu la boutique, comme on dit. Mais j'ai toujours gardé cet esprit critique et tout. Et ça fait 20 ans que j'ai décidé d'écrire et d'expurger, de commencer à écrire et dénoncer tout ce qui mérite de l'être, et je ne cesserai jamais de le faire parce que j'estime qu'il y a quand même des choses qui méritent d'être dénoncées. C'est là qu'on se rend compte que les gouvernements sont fous. Enfin, je veux dire, pour une bonne majorité d'entre eux, sont fous. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire des expérimentations, de faire péter des bombes aux 4 coins de la planète ? Parce que quand les gens me disent, oui, il y a énormément de cancers, etc., ben oui, mais c'est peut-être pas très étonnant. Il y a quand même eu plus de 2000 bombes atomiques qui ont explosé sur la surface de notre planète depuis les années 50, quand même. Plus de 2000 bombes atomiques. Les États-Unis, on en fait péter 1700, je crois, les Russes 1400, on est même à 3000. Les Français, on en a fait péter, nous, 200, et les Anglais, 40, je crois. Sans compter les catastrophes nucléaires civiles comme Tchernobyl et Fukushima, sans compter les 2 bombes atomiques que ces shérifs américains ont envoyées sur le Japon. Ça fait énormément beaucoup de radiation. Après, on s'étonne que les humains ont de plus en plus de cancers, mais je veux dire, le problème des radiations, c'est l'accumulation. On peut avoir des radiations qui passent à travers le corps sans que ça nous fasse quelque chose. En réalité, le problème, c'est quand le corps commence à accumuler. Et quand le corps commence à accumuler pour une raison X les radiations, et c'est là qu'il y a un problème. Donc voilà, si la question, voilà la réponse. Je regrette pas de l'avoir posée. Ouais. Je crois qu'on va conclure là-dessus. D'ailleurs, ce drame nous a amené à avoir Claude Janvier qui écrit des bouquins qui sont sourcés, des belles enquêtes. J'invite les auditeurs à se procurer son livre, donc Les Démasqués, qui dirige réellement le monde, aux éditions K. On mettra tous les liens en descriptif de ce podcast. Merci beaucoup, Claude. Merci à d'avoir vous. pris le temps d'être parmi Tous. nous.
Bravo pour la Merci à belle la conférence. stagiaire canadienne. Hein. Alors la stagiaire, je ne sais pas si on la gardera pour la Je pense que prochaine c'était ma émission. dernière fois, mais je suis honorée de l'avoir fait avec toi, Claude. Mais c'est Nous, un pas- plaisir. pas avec nous, avec Claude uniquement. Pour Oui, moi, oui. c'est un réel plaisir. C'est un plaisir partagé avec toi. C'est juste et entre avec nous tout- deux. Je Ah, pense que juste les entre autres nous sont pas dans. La sont stagiaire pas est dans- rancunière. Mais quand même. Stagiaire et rancunière. Oui, oui. Mais Bah, très bonne on va conférence. conclure aussi. là-dessus. Ça Ouais. donne envie de lire le livre. On verra c'est si vrai. on la garde pour une prochaine. On verra, ouais. Suspense Ou pour un À podcast. suivre. À suivre. à suivre. Merci beaucoup à tous, chers auditeurs. À très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.